Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, petit sujet qui peut sembler pas connecté avec l'actualité et pourtant qui sera toujours d'actualité. Vous allez le voir dans la suite. C'est intrinsèquement lié à tout ce qu'on dénonce et à tout ce qui apparaît. On va dire que c'était à l'époque la petite surface émergée de l'iceberg, et aujourd'hui on a tellement de preuves que en fait de se dire que c'était tout là le début de l'histoire et que si des gens avaient bien voulu écouter ce qui se passait aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas arrivé à de telles extrémités, m'a semblé très intéressant et j'avais envie de partager ce sujet avec vous. Alors donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de la salle 641A. Nous sommes à San Francisco, la ville du Golden Gate, des collines escarpées et du berceau de la Silicon Valley. Une ville où l'avenir numérique s'écrit chaque jour, où la liberté et l'innovation sont des mots d'ordre. Pourtant, au cœur de cette icône de la modernité se dresse un bâtiment qui défie toute cette image. Une tour de béton gris, froide, anonyme, au 611 Folsom Street. Ses fenêtres sont rares, ses entrées discrètes. Rien, absolument rien ne le distingue d'un banal immeuble de bureau. Et c'est précisément ce qui le rend terrifiant. Car derrière ces murs sans histoire se cache ce que beaucoup considèrent comme bien plus qu'un mythe. Il y a 20 ans, ce lieu est devenu le glaçant symbole du cœur invisible d'une surveillance bien réelle, la salle 641A. Et vous allez voir, cette histoire fait foi et cette histoire est, selon moi, absolument pertinente quand on veut réaliser comment ceux qui contrôlent dans l'ombre ont commencé leur manipulation et leur stratégie de surveillance de masse il y a de ça bien plus longtemps que ce que l'on croit. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter mon partenaire du jour et aujourd'hui, je vais même vous dire quelque chose d'absolument incroyable, c'est pas moi qui vous le présente, c'est Madame Duchesse. Oui, vous avez bien entendu. Non mais regardez-moi Madame Duchesse, ça c'est comment elle se comporte on the daily base. Madame Duchesse, allongée toute la journée. Elle ne paie pas de loyer, elle ne remplit pas une gamelle, et moi, je suis censée m'incliner devant Sa Majesté féline. Tous ceux qui sont propriétaires d'un chat, vous le savez bien, nous sommes leurs esclaves. Ils ne vivent pas chez nous, nous vivons chez eux. Mais c'est pour ça aussi que je l'adore. Mais quand même, je me suis rebellée, j'ai dit stop, allez, c'est bon. Maintenant, Duchesse, tu sais quoi, c'est fini, c'est terminé. Parce que Madame Duchesse commence à avoir une attitude. Et quand effectivement, une compagnie m'a approché, qu'on m'a proposé de faire tester les croquettes Kahatz, j'ai dit à Duchesse, au boulot ma grande, t'as des croquettes à valider, il est temps pour toi de donner ton opinion et de t'investir, tu vois, dans la vie de famille. Et là, les amis, surprise. En même temps, c'est pas comme si je lui avais demandé un truc de fou, hein. Madame l'exigeante a kiffé. Mais genre, vraiment, parce que vous vous doutez qu'avant de vous présenter ce produit, on l'a testé. Et j'ai compris pourquoi. En fait, Kahatz, c'est pas juste des croquettes premium fabriquées en France. C'est un menu personnalisé pour ton chat, selon son âge, son poids, s'il est stérilisé, s'il est actif, si c'est un chat diva, hein, comme Madame Duchesse, tout ça quoi. Alors, t'as même, sachez-le, un suivi avec une courbe de poids, des guides pratiques, des articles, des webinaires. Bref, honnêtement, j'ai adoré l'expérience. Ça ne peut pas être plus personnalisé que ça. Et j'ai jamais été aussi bien coachée pour nourrir un petit être qui passe 90% de sa vie à dormir. En tout cas, comme vous pouvez le voir en vidéo, je vous le remets pour un petit kiff. Croquettes validées. Franchement, je recommande. Ce que j'ai adoré avec les produits Kahatz, c'est que en plus tout est réellement transparent. Les compositions sont clean, c'est riche en protéines, faible en glucides, sans céréales. Il y a même des pâtés, de l'huile de saumon, la totale. Regardez là, elle, j'ai tout essayé. Et regardez comme Madame Duchesse se lèche ses babines. Franchement, personnellement,
Elle et moi, nous en sommes ravis et nous sommes conquis. Et comme je sais qu'en plus, dans ma communauté, bon nombre de nous ont des chats ou adorent les chats ou sont des aficionados des chats, j'ai réussi, grâce à Cats, à vous avoir un petit cadeau et pas des moindres. Profitez de moins 70% sur votre kit d'essai, plus la livraison offerte avec mon code qui s'affiche à l'écran et que vous retrouverez non seulement dans la description de la vidéo, mais aussi en commentaire épinglé. Rendez-vous compte, vous soutenez la chaîne, vous faites plaisir à votre chat et en plus, sachez que chaque commande offre un repas à un refuge. Duchesse dit merci et franchement, moi aussi. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à savoir si vos petites boules de poils ont autant aimé que la mienne, je suis curieuse, n'hésitez pas, mais moi, on est, je le répète, conquis. Et maintenant, il est temps de retourner à notre sujet. Pendant des années donc, la salle 641A a été murmurée dans les cercles d'experts et de lanceurs d'alerte, évoquant un monde d'ombre, de collecte de données à grande échelle, de câbles sous écoute et de secrets gouvernementaux. Était-ce une pure invention, une théorie conspirationniste de plus, le fruit d'une paranoïa collective? Ou était-ce au contraire, justement là, à ce moment précis, que s'est dessiné le plan d'une surveillance de masse, orchestrée par l'une des agences de renseignement les plus puissantes du monde, puisqu'on parle là de la NSA, l'Agence nationale de la sécurité américaine. Aujourd'hui, les amis, nous allons plonger dans une enquête qui flirte dangereusement avec la réalité, une réalité où chaque email que vous avez envoyé, chaque appel que vous avez passé, chaque recherche que vous avez tapée, chaque vidéo que vous avez regardée pourrait bel et bien avoir un écho lointain, analysé dans une pièce sans visage à des milliers de kilomètres de vous. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va, accrochez-vous et c'est maintenant. Pour comprendre la 641A, il faut d'abord comprendre son hôte. Le 611 Folsom Street n'est pas n'importe quel immeuble. C'est un centre névralgique pour AT&T. AT&T, c'est l'équivalent pour la France de Orange, Free et tous ces abonnements qui doivent exister dont je n'ai pas connaissance, mais vous avez compris. Un des plus puissants et des plus anciens fournisseurs de téléphonie et d'accès Internet aux États-Unis. Pensez à AT&T en gros comme une autoroute géante de l'information. Des millions de milliards de conversations, de messages, de données y transitent chaque seconde. Ce bâtiment à San Francisco est donc un carrefour vital de cette immense autoroute numérique. Son allure, vous l'avez compris, est parfaitement et complètement trompeuse. Austère avec ses gardes discrets, il n'a jamais été conçu pour attirer l'attention. Et pourtant, c'est précisément son anonymat qui, à partir de 2003, a commencé à intriguer. Des rumeurs persistantes, presque des murmures, ont commencé à circuler dans le monde des télécommunications. L'un de ces étages abriterait effectivement une salle très particulière, une pièce réservée. Mais réservée à quoi ? Cette salle, curieusement désignée par l'appellation banale de 641A, aurait été installée dans le plus grand secret. On disait que même les techniciens d'AT&T, ceux qui construisaient et entretenaient le réseau au quotidien, n'avaient absolument aucune idée de sa véritable fonction. Imaginez la scène. Des ingénieurs d'AT&T, des experts en télécom, travaillant à quelques mètres de là, ignorant totalement la nature exacte des opérations qui se déroulaient derrière ces portes strictement verrouillées sans aucune signalétique apparente. Un secret au cœur même d'une infrastructure sociale cruciale pour des millions de personnes. Le secret, cependant, n'allait pas, sachez-le, durer éternellement. Sinon, je ne pourrais clairement pas en faire une vidéo aujourd'hui. L'affaire a éclaté, a éclaté réellement en 2006. C'est là que l'histoire, digne d'un véritable thriller d'espionnage, prend une tournure inattendue et irréversible. Un homme, en effet, a décidé en 2006 de briser le silence. Il s'agit de Mark Klein.
Mark Klein n'est pas un citoyen lambda ni un théoricien du complot. C'est un ingénieur des télécommunications chevronné, un ancien employé d'AT&T, un homme qui a passé des décennies à comprendre et à construire les entrailles mêmes du réseau téléphonique et Internet américain. Il connaissait les schémas, les protocoles, les fonctionnements intimes de chaque parcelle de cette infrastructure. Et c'est justement cette connaissance qui lui a permis de déceler l'anomalie, l'élément qui n'avait absolument rien à faire là. Ce qu'il a vu de ses propres yeux, selon ses propres mots, dans ce fameux bâtiment de San Francisco, fut absolument sidérant. Il a observé que sans aucune raison technique légitime pour AT&T, des signaux optiques provenant des principaux backbones, alors les backbones, imaginez-vous ces câbles de fibres optiques comme d'immenses fleuves numériques, en gros ce sont les véritables artères autoroutières d'Internet qui transportent l'immense majorité de toutes nos communications mondiales, soit des milliards de données chaque seconde, étaient copiées. Alors je sais que de base, quand on ne comprend pas trop, on se dit oui, and what? Vous allez voir. Comment une telle chose peut-elle être possible? C'est simple, c'est grâce à un appareil spécifique, ce qu'on appelle un splitter. Pensez à un splitter comme à un miroir secret placé directement au milieu de ces fleuves de données. Ce n'est pas un simple déviateur qui ralentit ou redirige le flux. Non, non, non. Un splitter est un dispositif furtif qui permet de dupliquer le courant. Le fleuve continue donc son chemin intact d'un côté, mais de l'autre, une copie exacte, intégrale et en temps réel de tout ce qui transite par ces fibres était créée. Et en plus, cette copie n'allait absolument pas vers un centre technique standard d'AT&T pour la maintenance ou l'amélioration du service, ce qui aurait été logique, en tout cas compréhensible. Non, pas du tout. Elle était envoyée directement vers une pièce bien particulière, cette salle au nom si anodin, la salle 641A. Pour le dire de façon simple et directe, et c'est là que le véritable frisson commence, la salle 641A était ni plus ni moins qu'une porte dérobée directe, un point d'interception massive et automatique vers la vie numérique de millions d'Américains. Je le répète, pour ceux qui n'auraient pas percuté, chaque email, chaque appel téléphonique, chaque recherche Google, conversation vidéo, chaque document échangé, transitant via le réseau AT&T pouvait être intercepté, copié et potentiellement analysé sans aucune sélection préalable et surtout sans que les utilisateurs ne s'en aperçoivent. Au début, Mark Klein n'a pas gardé cela pour lui. Fort d'un courage remarquable et conscient des risques pour sa carrière et sa vie, il a remis aux journalistes et surtout à l'Organisation de défense des libertés numériques, l'Electronic Frontier Foundation, un dossier explosif. Ce n'était pas des rumeurs, mais des preuves techniques, des schémas détaillés, des notes de service, des descriptions précises du système qu'il avait vu installé. Son affirmation était sans équivoque et glaçante. Cette salle est un point d'accès privilégié pour la NSA, un élément clé d'un programme de surveillance massive mis en place, selon ces informations, après les attentats du 11 septembre 2001. Clairement, les attentats du 11 septembre 2001, ça a été la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour signifier que vraiment, c'est là qu'ils ont fait passer et avaler des couleuvres à droite, à gauche, sous couvert de protection. Je vous dis, c'est pour ça, n'ayez pas peur, parce qu'ils se servent de votre peur pour faire passer des dingueries et vous mettre un peu plus encore en esclavage que ce que nous sommes déjà. Bref, je poursuis. Pour saisir l'ampleur et la gravité de ce que Klein révélait, il est absolument crucial, du coup, de se replonger dans le climat qui a donc suivi le 11 septembre 2001. L'Amérique et une grande partie du monde étaient sous le choc. Il paraît que tout le monde se rappelle où il était le jour, enfin, ceux qui sont nés bien sûr, le jour du 11 septembre 2001. Moi, j'avoue, je m'en rappelle très bien. La peur était palpable. La menace terroriste, désormais bien réel sur le sol américain, a servi officiellement de carburant à une expansion sans précédent des pouvoirs de surveillance du gouvernement.
Au nom de la sécurité nationale, les limites traditionnelles en matière de vie privée et de liberté individuelle se sont estompées à une vitesse fulgurante dans un silence assourdissant. Des programmes de surveillance ont été lancés, parfois sous le coup d'ordonnances secrètes de la Cour de surveillance du renseignement étranger. C'est le FISC ou le FISA Court, un tribunal spécialisé dont les décisions sont pour la plupart classifiées. Parfois, ces programmes opéraient même dans des zones juridiques grises, flirtant dangereusement avec l'illégalité, comme le Terrorist Surveillance Programme de l'administration Bush, qui autorisait la NSA à intercepter des communications sans mandat, au pif, comme ils le sentaient, en fonction de leur intuition, j'imagine. C'est donc dans ce climat d'urgence nationale et d'opacité totale que les initiatives comme celle de la salle 641A auraient donc pris racine. Les accusations de Klein n'étaient pas de la science-fiction. Elles préfiguraient déjà cette réalité que le public ne découvrirait que bien plus tard. Pour ceux qui sont le plus endormis, parce qu'il y en a, ceux qui se renseignent, ceux qui sont curieux, ceux qui sont pas, qui se drapent pas dans leurs connaissances, genre je sais tout, j'ai tout vu, je comprends tout, eux là, ils l'avaient senti arriver. Mais bon, parce que oui, la 641A n'était donc pas une anomalie isolée, mais bel et bien la concrétisation physique d'un programme secret bien plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Pareil, ceux qui sont éveillés depuis longtemps, vous savez de quoi je vais vous parler, forcément de PRIMS. Ce que Mark Klein a osé exposer en 2006, c'était en réalité le modèle même de la surveillance de masse du futur. Bien avant que le monde entier ne découvre, 7 ans plus tard donc, l'existence et l'ampleur du programme PRIMS en 2013 grâce aux révélations fracassantes d'Edward Snowden. La salle 641A n'était pas juste une pièce. Elle incarnait déjà cette inquiétante et dangereuse fusion entre des entreprises privées et des agences gouvernementales. Et si plus de personnes avaient écouté M. Klein, plutôt que de l'accuser d'être un complotiste, conspirationniste, de lui trouver des... Vous savez, il raconte ça parce que AT&T l'a viré, il raconte ça parce que... Non. Si les gens s'étaient attardés 2 secondes avant de juger, parce qu'aujourd'hui c'est la vérité, la plupart des gens dans nos sociétés ne pensent plus, ils ne font que juger, peut-être qu'on aurait pu éviter ce qu'on a découvert par la suite. Le modèle était d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. Les géants des télécoms et de l'Internet collaborent en silence avec l'État, offrant des accès privilégiés aux flux numériques transitant sur leur infrastructure colossale, le tout sous le sceau du secret le plus absolu. C'était la preuve que l'accès aux données ne nécessitait pas d'espionner des millions de foyers un par un. Il suffisait de se connecter au point névralgique du réseau, là où toutes les données convergent. Et après, ils vous font des procès, genre, un peu comme Zuckerberg. Genre, ils ont halluciné comment Facebook surveille ses abonnés. Non mais, qui croit encore à cette mascarade? Qui ne voit pas le carnaval et les couleuvres qui nous font manger droite, gauche? Qui est encore sensible en ça? J'ose espérer de moins en moins. Et la salle, donc, 641A, n'était probablement qu'une pièce d'un bien plus grand puzzle. Des sources et des analystes ont clairement suggéré l'existence, sachez-le, d'autres pièces similaires, d'autres points d'accès disséminés à travers le pays, à Atlanta, Chicago, Los Angeles, Seattle et potentiellement bien d'autres lieux connus. Toutes connectées, toutes silencieuses, elles formaient un réseau invisible de collecte de données s'étendant sur des milliers de kilomètres, captant des informations à une échelle inimaginable pour le citoyen moyen. Mais ce qui rend celle de San Francisco si emblématique et si tristement célèbre, c'est qu'elle fut la toute première, le premier maillon de cette chaîne secrète à être exposé au grand jour. La salle 641A est devenue l'incarnation physique d'une peur que beaucoup pressentaient, malheureusement pas la majorité, que nos données n'étaient pas si privées que ça. Elle a prouvé de manière troublante que le contrôle des infrastructures clés d'Internet donnait un pouvoir de surveillance sans précédent capable de s'immiscer dans la vie de chacun. Et je voulais aussi faire cette vidéo parce que la dernière fois, j'ai entendu une conversation avec mon fils, entre mon fils et des amis à lui, qui disaient que le groupe n'était pas d'accord
Et ses copains disaient que c'était du délire de penser que nos téléphones nous surveillent, nous espionnent, dites ça comme vous voulez, parce qu'ils trouvaient justement que c'était vraiment très conspirationniste. Et les autres gamins, dont mon fils, vous ne serez pas surpris, disaient que pas du tout, que tous les jours on en a la preuve, qu'il suffit qu'on parle de quelque chose et boum, ça apparaît dans... Enfin, moi, la dernière fois, j'étais avec des potes qui parlaient d'un truc dont je n'ai jamais cherché, dont j'ai horreur, et je me suis retrouvée avec la dose de pub maintenant à chaque fois que j'ouvre mon téléphone ou mon ordinateur, parce qu'ils étaient chez moi, qu'ils ont fait leurs recherches, que mon adresse, whatever. Moi, je trouve que cette vidéo est vraiment utile aujourd'hui, parce que s'il y en a encore entre vous qui doutent et qui ne font pas, qui ne prennent les mesures nécessaires, il est temps de vous réveiller, parce qu'il y a des antécédents qui prouvent qu'on n'est plus dans de la théorie ou dans des hypothèses. Does Google, through this phone, know that I have moved here and moved over to the left? It's either yes or no. So Google knows that I am moving over there. It's not a trick question. You know, you make $100 million a year, you ought to be able to answer that question. Does Google know through this phone that I am moving over there and sit next to Mr. Johnson? Je ne peux pas répondre à cette question. Sans plus de détails, non. D'ailleurs, petit tips, et sachez que même Bill Gates et Mark Zuckerberg le font, mettez une petite, moi je mets un petit sparadrap noir sur la caméra de mon téléphone, et je l'en mets aussi sur la caméra de mon ordinateur, et j'en mets, et aussi je mets des sparadraps au niveau des micros. Obstruer votre caméra de téléphone et celle de votre ordinateur, c'est déjà un bon premier pas, on ne sait jamais. Depuis la révélation de Mark Klein, le voile du silence n'a jamais été de toute façon complètement levé. Vous avez vu qui est là? Madame Katz. Les années ont passé, mais le blackout officiel persiste. Malgré le dossier détaillé de Klein et l'engagement de l'EFF, aucune enquête gouvernementale n'est revenue confirmer, ni même infirmer, l'existence et la fonction précise d'un programme de surveillance opéré depuis cette salle. Forcément, parce que même si ça s'est passé en 2003, le sujet n'a jamais été autant d'actualité. Le gouvernement américain, fidèle à sa politique d'opacité sur ces sujets sensibles de sécurité nationale, n'a jamais reconnu publiquement les accusations de Klein ou de l'EFF. AT&T, de son côté, s'est retranché derrière des déclarations vagues, se contentant d'affirmer, se confirmer à toutes les lois applicables. Des mots qui, pour les défenseurs des libertés civiles et pour de nombreux citoyens, sonnent terriblement creux. Car l'absence de démenti clair ou d'explication transparente a paradoxalement renforcé le doute et les soupçons, alimentant l'idée qu'il y a bien quelque chose à cacher. Aujourd'hui encore, il est impossible pour un journaliste ou un citoyen lambda d'accéder à la salle 641A. Et ça, c'est très intéressant. Elle demeure une zone interdite, surveillée en permanence, sans plaque, sans panneau d'identification. Un véritable trou noir numérique dans l'architecture d'Internet. Un point d'interrogation gigantesque dans le paysage urbain de San Francisco. Est-elle vide? Est-elle toujours active? Que s'y passe-t-il exactement? A-t-elle été démantelée pour être remplacée par quelque chose de plus sophistiqué, de plus visible encore? Nul ne le sait vraiment, en tout cas officiellement. Et c'est précisément ce manque de transparence qui continue à alimenter les inquiétudes. On est d'accord, la salle 641A fascine autant qu'elle inquiète et son histoire est bien plus qu'une simple anecdote passée. Elle est devenue un symbole puissant, le symbole d'un monde où la transparence a été sacrifiée sur l'autel d'une sécurité illusoire, où la vie privée fond comme neige au soleil face à l'omniprésence des réseaux. Elle nous rappelle brutalement que chaque interaction numérique génère des données et que ces données sont par nature vulnérables à l'interception et à l'analyse, souvent sans notre consentement. Et ça, il faut vraiment que vous le sachiez et que ce soit en conscience lorsque vous utilisez vos accès Internet, de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Mais la salle 641A est aussi le symbole d'une évolution. Peut-être que cette salle n'est plus un vestige physique, un prototype un peu trop palpable d'un système qui a évolué. Parce qu'aujourd'hui, la surveillance de masse se dissout dans les fibres optiques, les serveurs des fournisseurs de services cloud, les algorithmes d'analyse de données massives et l'intelligence artificielle. Elle est devenue totalement dématérialisée, disséminée à l'échelle mondiale et par conséquent beaucoup plus difficile encore à débusquer, à comprendre et à contester.
Pourtant, une chose est certaine, le doute est semé et il ne cessera de grandir à chaque nouvelle connexion, chaque message envoyé, chaque mot tapé sur le clavier, surtout après ma vidéo. La salle 641A n'est peut-être qu'un mythe pour beaucoup, mais l'idée de ce qu'elle représente, celle d'une surveillance omniprésente et souvent invisible, est plus réelle que jamais. Alors je le répète les amis, la prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone, votre ordinateur ou naviguerez sur le web, rappelez-vous bien l'histoire de la salle 641A. Non pas comme une simple anecdote figée dans le passé, mais comme un rappel constant et crucial. Derrière l'apparente liberté et la commodité de nos connexions numériques se cachent parfois des réalités bien plus complexes, bien plus intrusives. La question aujourd'hui n'est plus en vrai de savoir si nous sommes surveillés, mais comment, par qui et quelles sont les implications profondes de cette surveillance pour nos libertés fondamentales et notre société. L'histoire de la 641A nous force à nous demander quelle est aujourd'hui la valeur de votre vie privée et quel prix sommes-nous prêts à payer pour le confort du numérique ou la promesse de la sécurité. Et je vous jure que ces sujets, ces topics, encore une fois je le répète, il n'y a pas plus actuel. Parce que là, dans la terreur dans laquelle ils nous maintiennent depuis la maladie masquée, j'ai envie de dire, il faut vraiment que les gens prennent conscience que cette peur-là ne les amène vers rien de bon. La salle 641A, qu'elle existe encore ou non sous sa forme originale, nous murmure cette vérité inquiétante dans le silence assourdissant des réseaux sociaux. Parce qu'il y a ceux qui surveillent, mais il y a ceux aussi qui mettent leur vie privée, qui jettent leur vie privée en pâture. J'ai vu d'ailleurs qu'en France, maintenant, ils n'ont même plus honte de vous dire que certains huissiers sont dorénavant autorisés à regarder vos réseaux sociaux et à décider de faire un audit si vos signes extérieurs de richesse sur Instagram piquent leur curiosité. Non mais on est où là? Surtout qu'on sait très bien que tout le monde ment sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il semble bien que ce soit à nous, désormais, de maintenir cette conversation ouverte et surtout de s'appliquer à l'expliquer à nos enfants. Parce que ceux qui croient que demain les réseaux sociaux vont s'arrêter, ceux qui croient que, parce que leurs enfants pour l'instant ils ont 3 ans et qui ont du contrôle, vous allez pouvoir empêcher vos gosses un jour ou l'autre d'ouvrir un compte, quelle que soit la plateforme en vérité, il y en aura d'autres. Vous êtes delusional. Parce qu'à un moment donné, votre enfant, il le fera peut-être pas devant vous, vous lui apprendrez du coup à vous mentir, mais s'il veut un réseau social, on les a fait avant eux les gars. Ils les auront. Mais je pense que c'est pour ça qu'il est important, non pas de nier, non pas de s'enfermer dans des certitudes qui n'ont ni queue ni tête, mais de s'asseoir et de leur parler. Vraiment. Et peut-être que la solution, elle viendra avec des enfants, et en tout cas une prochaine génération, beaucoup plus au courant, beaucoup plus aware, beaucoup plus éveillé sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il est bon de faire et ce que clairement il est préférable de consommer avec modération. Voilà, je pensais que cette vidéo était de nécessité publique, il me semble. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous quitter, je tenais à vous rappeler et à remercier surtout mon partenaire du jour, grâce à Madame Duchesse, c'est Katz. Retrouvez le lien et toutes les informations dont vous avez besoin dans la barre de description de cette vidéo et aussi en commentaire épinglé. Et aussi, avant de vous quitter, je tenais vraiment à vous remercier encore une fois de vos commentaires au top de la bienveillance sous ma vidéo de Mr D, qui était, je l'admets, très courte. Vous le savez, je le répète, pour ceux qui prendraient un peu la chaîne en cours, cette semaine, et je pense un petit peu le mois juillet, pour des raisons bien indépendantes de ma volonté, ne vous inquiétez pas, c'est problématique, c'est pas évident, mais je sais que certains d'entre vous sont inquiets depuis que je vous ai dit que j'avais quelques soucis. Ne vous inquiétez pas. Du coup, j'ai été un petit peu bousculée dans ma routine et dans la façon dont je m'organise, et pour ceux qui le savent, j'ai beaucoup de choses entre mes priorités familiales, mes boulots alimentaires, mes YouTube, etc. En vérité, j'ai des fenêtres de liberté et s'il se passe un élément qui chamboule un petit peu ma routine, en fait, c'est tout qui s'écroule et c'est vrai que là, avec ce que je dois gérer, je vais faire de mon mieux parce que vraiment, je le répète, mais parce que c'est la vérité, cette chaîne YouTube, vous le savez, c'est un petit peu ma bulle d'oxygène. J'aime me retrouver avec vous, j'aime cette communauté parce que vraiment ma communauté, elle est au top. Et je m'empêcherai pas, même si c'est des vidéos des fois de 17 minutes comme celle de Mr D, d'être au rendez-vous, que ce soit le jeudi ou que ce soit le dimanche,
parce que voilà, c'est comme ça que je tiens un petit peu le choc et que je continue d'avancer. Bon, je m'arrête, tout est dit et bien dit. On se retrouve donc jeudi prochain. Vous savez que pour m'aider, on like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Le but étant d'avoir une communauté forte. Et pour être fort, il faut qu'on soit nombreux. Donc, s'il vous plaît, ça vous prend 2 secondes. Il n'y a pas de truc Instagram bizarre ou si tu as un nombre de followers sur YouTube. C'est juste vous aider la chaîne. Donc, go quoi. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve vite. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.